Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Jolto Comics. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, retour de lecture, où je vais vous parler de mes lectures récentes et de mon ressenti sur celle-ci. Aujourd'hui, on va parler de 6 comics en version française, et sans plus attendre, on va débuter avec le premier, qui s'appelle L'histoire d'un vilain rat, sorti aux éditions Delirium. Donc c'est une réédition, c'était déjà sorti aux éditions Semic il y a un grand nombre d'années. Et c'est ressorti donc en version hardcover, très belle édition, bien soignée de la part de Delirium. Et c'est une histoire de Brian Talbot, un auteur dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, qui a sorti donc la grande série Grandville chez Delirium en 5 tomes pour le moment. Le voici, donc cette version de la Grande-Bretagne qui aurait été colonisée par la France. Et donc on voit un univers steampunk avec une enquête hyper bien menée, vraiment très bien, style Sherlock Holmes, avec des personnages anthropomorphiques. Moi j'avais adoré ce premier tome, j'ai hâte de découvrir la suite d'ailleurs. Donc je vous invite à aller voir ma vidéo dont j'en parlais dans un retour de lecture. Et donc j'ai vu cette sortie chez Delirium du même auteur, L'histoire d'un vilain rat, et ça m'a donné envie. Tout d'abord par la thématique, parce qu'on va aller sur une thématique un peu difficile, c'est de parler de l'inceste, et un sujet difficile, mais cette histoire, j'ai trouvé, était merveilleusement bien écrite par Brian Talbot, parce qu'on rentre pas dans le misérabilisme, on est vraiment dans une histoire où on va voir la quête d'une jeune fille qui va devoir travailler sur elle et faire son travail du deuil des événements qu'elle a vécu quand elle était plus jeune. Donc pour rentrer un peu plus dans le détail de cette histoire, on va découvrir donc au départ de cette histoire une jeune fille qui s'appelle Hélène et qui a fugué de chez elle, accompagnée d'un petit animal de compagnie qui n'est rien d'autre qu'un petit rat. Et donc, elle, c'est une grande fan de Beatrix Potter. Beatrix Potter, c'est une auteure donc du début du 20e siècle plutôt, qui est très réputée pour ses contes pour enfants, centrés sur des animaux, avec cette vision de la campagne britannique, et qui est hyper connue. Il y a eu un film sur elle, il y a eu des adaptations de ses ouvrages au cinéma, et entre autres, la plus connue, c'est Pierre Lapin. Et donc, elle est vraiment fan de Beatrix Potter, de ses contes, et ça a nourri son imagination dès son plus jeune âge. Et puis, au fil de l'histoire, on va comprendre que cette jeune fille, Hélène, a subi un traumatisme plus jeune, et ce traumatisme n'est rien d'autre qu'elle a été violée par son père, et donc elle a subi l'inceste. Et on va voir dans cette histoire, eh bien, sa volonté de surmonter son trauma, en essayant de s'ouvrir aux autres par des rencontres où elle va faire des efforts sur elle-même, elle qui a très peur d'avoir des échanges, de parler d'elle, et également d'être touchée. C'est vraiment, voilà, on ne peut pas la toucher, ça la met dans des états... voilà, et elle en a marre de ça, elle en a marre d'être comme ça. Et on va suivre son road trip tout autour de l'Angleterre. Elle va passer de la ville à la campagne. Et au biais des rencontres, elle va s'ouvrir. Et elle va comprendre que pour oublier tout ça, ces mauvais souvenirs, elle a un travail à faire sur elle-même. Elle doit se pardonner. Et on va voir tout ça. C'est magnifiquement écrit par Brian Talbot. C'est une histoire de quête d'elle-même, quête de soi, et mais de résilience. C'est une magnifique histoire de résilience qu'on va suivre avec cette jeune fille. Moi, j'ai adoré cette histoire. Elle m'a extrêmement touché. J'ai trouvé que c'était écrit très finement. Et c'est vraiment un ouvrage, je pense, qui pourrait plaire à tout le monde. Et ça parle d'une thématique assez difficile, qui est l'inceste. Et ça peut être une histoire également qui peut aider certaines personnes qui ont subi ce genre de traumatisme et de violence abjecte.
Et j'ai adoré parce qu'il y a un côté onirique aussi, qui est magnifiquement retranscrit par la présence du rat. Et puis ce parallèle avec les contes de Béatrice Potter. Euh, vraiment admirable, un travail admirable de Brian Talbot. J'ai adoré cette histoire, qui est extrêmement touchante, hein, voilà, faut être prêt à cela. Donc merci à Brian Talbot et à Delirium d'avoir réédité cette histoire, ça m'a permis de la découvrir. Et c'est une très forte recommandation de ma part, et ça va être l'ouvrage que j'ai préféré de cette session de lecture. Donc on débute de manière très haute avec cette histoire que j'ai adorée de bout en bout, et que je vous conseille. Ensuite, on va passer à Aucune tombe assez profonde de Jorge Corona au dessin et Scotty Young au scénario. Donc sorti en grand format urbain, en VO ça s'appelle Eight No Grave, donc Aucune tombe assez profonde pour la traduction française. C'est une histoire que j'avais énormément envie de découvrir, tout d'abord parce que c'est une équipe artistique que j'avais appris à apprécier sur Middle West, une histoire qui m'avait bien marqué, sur cette relation père-enfant conflictuelle, et puis la gestion de la colère. Beaucoup de thématiques qui m'avaient beaucoup intéressé, sur le parallèle, avec le parallèle des événements climatiques, des tornades en particulier. Donc ça, j'avais vraiment beaucoup aimé, je vous en avais déjà parlé, d'ailleurs en vidéo. Et Aucune tombe assez profonde, bien pour moi, c'était dans la lignée. Alors, on part sur un postulat. On est vraiment dans une ambiance totalement western, hein. Moi, j'adore ça, les westerns, à titre personnel, que ça soit au cinéma ou dans les bandes dessinées. Et on est dans cette ambiance-là de western, et on va découvrir donc une jeune femme qui vit une vie de famille, somme toute, assez calme, tranquille, dans la campagne américaine. Et elle a vécu, on va comprendre qu'elle, au départ, c'était une criminelle, c'était une bandit de grand chemin. Mais finalement, elle s'est posée, et puis elle a découvert le bonheur de fonder une famille. Et puis, un jour, elle va découvrir qu'elle est malade, elle est atteinte d'un cancer. Et cette nouvelle va tellement la tourmenter qu'elle va se dire qu'elle ne peut pas partir comme ça, elle ne peut pas laisser sa famille comme ça. Elle va se mettre en quête d'aller tuer la mort. D'aller tuer la mort qui serait présente dans un endroit, mais pour y aller, c'est difficile, c'est semé d'embûches, mais elle se dit que moi, j'ai envie de continuer à vivre, j'ai envie de continuer à profiter de ma famille, donc je vais aller tuer la mort. Donc c'est graphiquement déjà, vous le voyez, j'espère que vous le voyez bien, les planches elles sont juste magnifiques. Le travail de Jorge Corona, moi j'ai adoré. Donc c'est vraiment une œuvre graphique admirable de bout en bout. Moi j'ai trouvé que la narration graphique, surtout dans un numéro, c'est le numéro 4, où il n'y a aucune parole, aucun texte, et on suit donc les planches, et c'est vraiment superbement bien fait. J'ai adoré ce numéro 4, et puis tout le long du récit, la narration graphique, le style, c'est juste génial. Par contre, au niveau de l'histoire, on va voir donc cette histoire divisée en 5 chapitres, qui sont les 5 étapes du deuil. Donc on va avoir le déni, on va avoir également la dépression, alors je ne les dis pas dans l'ordre, mais l'acceptation. Voilà, on va avoir toutes les 5 étapes du deuil, et qui finalement vont être retranscrits dans chaque chapitre par une épreuve pour notre héroïne. Héroïne dans l'histoire, mais au final, moi, ce qui m'a moins accroché dans l'histoire, c'est le fait que cette personnage, au final, est une criminelle. Elle a tué des personnes, des gens, et j'ai eu du mal à m'attacher à sa quête de rédemption, à sa quête de tuer la mort.
Et parce qu'elle, dans l'histoire, j'ai trouvé qu'elle avait une volonté égoïste de survivre, de vivre, en sacrifiant en quelque sorte sa famille. Et par contre, tout le dénouement, le dernier chapitre est assez touchant et ça m'a plu au global, cette histoire m'a plu au global, même si je n'étais pas autant touché que je l'aurais pensé, du fait que je ne me suis pas identifié ou attaché à la personnage principale. Euh, mais c'est quand même une œuvre de très très haute qualité, surtout du point de vue graphique. Et voilà, par contre, au scénario, c'est le fait que ça soit une antagoniste en quelque sorte, qu'elle, c'est pas une personne auquel je peux m'identifier quand on est une criminelle. Donc c'est ça un peu qui m'a bloqué, qui m'a, mais je pense pas autant ému que je le pensais. Voilà. Mais bonne histoire, très bonne histoire. Aucune tombe assez profonde. Scotty Young, Georges Corona, grand format urbain. Et grand format urbain, bah, c'est idéal pour ces planches. Hein, c'est vraiment le top. Voilà donc une bonne histoire. Pas un coup de cœur, mais une très bonne lecture. Qu'aucune tombe assez profonde. Ensuite, on va faire un point Ultimate Universe. En effet, je suis les séries Ultimate dans les soft covers qui sortent tous les 2 mois. Et donc là, on a le numéro 2 et le numéro 3. Donc on va suivre plusieurs séries, ben, vous connaissez, j'imagine, je vous en ai déjà parlé. On va avoir donc les séries, la série Ultimate Spider-Man, la série Ultimate X-Men, la série également Ultimate Black Panther. Et dans le deuxième volume, on a une nouvelle série qui s'appelle Ultimates, qui est en quelque sorte les Avengers qu'on va suivre dans ces histoires. Moi, vraiment, ces softcovers, cet univers Ultimate, c'est surtout pour Ultimate Spider-Man que je les suis. Je trouve que c'est l'histoire qui sort vraiment du lot. Là, on arrive avec le 3e tome au 6e numéro. C'est toujours aussi bien. Cette réinvention de Spider-Man, avec le fait qu'il soit donc père de famille, qu'il découvre ses pouvoirs sur le tard. Une réinvention également de tout le lore, avec des personnages. Voilà, c'est vraiment très très bien. Ultimate Spider-Man. Pour moi, c'est la série Marvel. Je crois que c'est la meilleure série Marvel en ce moment. Et ben, pour moi, c'est... Ouais, j'adore. Donc ça, Ultimate Spider-Man, c'est validé. Par contre, sur les autres séries, Ultimate Black Panther, à la fin du 3e volume, ça avance un peu. On voit que ça s'éclaircit sur pas mal de choses, mais ça prend son temps. C'est assez classique dans la construction, mais au niveau graphique, je trouve que Stefano Caselli, c'est vraiment un dessinateur que je ne connaissais pas, mais il est juste admirable. J'adore son trait. Ça colle tellement bien à cet univers de Black Panther. Voilà, donc Ultimate Black Panther, j'aime plutôt. J'attends de voir où ça va, mais c'est plutôt très appréciable. Ensuite, on a Ultimate X-Men de Peach Momoko, scénario au dessin. Donc là, on arrive, je crois, avec ce 3e volume, au 4e ou 5e numéro. Et ça n'avance toujours pas. Donc oui, on est au 5e numéro et ça n'avance toujours pas. Je suis assez étonné de ce rythme de narration. Même si, bon, quelques points s'éclaircissent, mais je pense que j'accroche pas à cette vision de Peach Momoko sur les X-Men. Mais il faut se dire également que c'est pas vraiment des X-Men, hein, c'est vraiment des X-Men dans un univers Ultimate. Donc c'est un très peu de points communs. Sinon, le style graphique, moi j'aime beaucoup Peach Momoko. Il n'y a pas de souci sur ça, mais c'est plutôt sur le rythme de la série où je vois pas très bien où on va en venir. Et voilà. Mais à voir par la suite ce que ça devient. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Et puis, on a eu donc bien le premier numéro d'Ultimate dans le 2e softcover et le 2e dans le 3e. Et plutôt pas mal.
Plutôt pas mal ce début de série Ultimate. Donc pareil, hein, dans cet univers Ultimate, tous les personnages, tous les super-héros sont réinventés et c'est assez frais pour le coup de voir ces Avengers avec beaucoup de références à la Terre 616 par des personnages, par des événements, mais c'est plutôt bien fait. C'est Denis Camp au scénario et Brian Hill au dessin. Au niveau graphique, c'est pas... J'aurais vu peut-être quelqu'un d'autre parce que je raffole pas des dessins pour tout dire. Mais c'est plutôt un bon lancement de série. J'attends de voir où ça vient. On sent que c'est la série fil rouge vraiment qui va être essentielle bien à l'évolution de l'univers global. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc globalement, cette continuité d'univers Ultimate, c'est mi-figue, mi-raisin au global pour moi, parce qu'il y a vraiment Ultimate Spider-Man qui est au-dessus de tout le monde, qui est au-dessus de toutes les séries, et puis les autres, voilà, on est encore dans l'expectative, mais c'est plutôt agréable au global. Moi, je passe des bons moments, mais au niveau qualitatif, c'est vrai qu'Ultimate Spider-Man est vraiment au-dessus. Voilà pour ce point univers Ultimate. Ensuite, on va parler de L'île aux orques. L'île aux orques, sorti chez Bliss Éditions, de Joshua Dysart au scénario, Alberto Botticelli au dessin et Matt Hollingsworth à la colorisation. Donc c'est le nouveau récit du label Bad ID. On en avait déjà parlé avec L'œil d'Odin et Pirate Queen, qui étaient pour moi deux excellentes lectures. J'ai un petit autographe, une petite dédicace des auteurs donc quand j'étais à Angoulême. Super sympa de les rencontrer, hyper ouverts, vraiment deux personnes adorables. Et bien écoutez, cette histoire, on va être dans un univers complètement fantasy, fantastique. On va découvrir un monde qui est régi par un peuple qui s'appelle les Hauts Patriarches et qui vivent dans le ciel, dans des gros bâtiments comme celui-là, et qui ont droit de citer sur tout le monde. C'est eux qui dominent le monde. Et le petit peuple qui vit sur Terre, dans les bidonvilles. Donc voilà, il y a un contexte social déjà au départ où on voit qu'il y a des puissants et il y a des miséreux. Et tout cet univers est régi par un commerce essentiel, hyper important, c'est que c'est les miséreux sur Terre, dans les bidonvilles, et bien pour survivre et pour gagner un peu d'argent, ils doivent vendre des crânes d'orques au patriarche. Donc on va suivre un personnage qui va être notre personnage qui s'appelle Sérine, notre personnage principal, qui va rencontrer une corsaire qui s'appelle Ougria. Et ils vont se donner comme quête d'aller dans l'île aux orques pour récupérer un grand nombre de crânes afin de devenir riches. Donc vous voyez déjà la patte graphique, c'est hyper coloré, c'est hyper fourni. Alors j'ai plutôt apprécié dans l'ensemble le style graphique d'Alberto Botticelli. Et puis cette histoire est vraiment une métaphore, une parabole de notre système capitaliste. On va voir qu'on est obligé bien de sacrifier un peu son âme pour survivre en allant puiser des richesses, et en particulier cette richesse qui est assez horrible, c'est des crânes d'orques. Alors là, quand ils vont aller dans l'île aux orques, ils vont devoir tuer des orques pour en récupérer. Et on va voir que les orques, ils sont déshumanisés, c'est une ressource. Mais au final, les orques, ils ont certaines croyances, ils rendent hommage à leur mort. Il y a vraiment... voilà, ils ont une humanité que l'humanité elle-même a perdue. Et c'est vraiment hyper intéressant parce que c'est un message vraiment, au bout du compte,
entre le capitalisme à tout va et les valeurs les valeurs familiales plus profondes, les valeurs de croyances religieuses également, qui permettent de s'élever. Et c'est vraiment hyper intéressant. Hyper intéressant. Donc on se demande qui est le monstre dans l'histoire. Est-ce que c'est les orques ou est-ce que c'est les êtres humains? Voilà, j'ai adoré cette histoire. J'ai adoré cette histoire. C'est une histoire vraiment assez radicale, que ce soit au niveau du style graphique et de l'histoire que ça raconte. Mais c'est un univers fantasy hyper riche, hyper original et un message assez profond sur notre monde également. Donc franchement, très bonne histoire, excellente lecture et le label by Daidy, je trouve, arrive toujours à trouver des points de vue, des angles et c'est assez radical et j'adore. Et j'adore L'île aux orques, vraiment excellente histoire. Ensuite, pour terminer, on va faire un point sur l'univers Energon, l'Energon Universe. On a déjà parlé du tome 2 de Transformers au dernier retour de lecture. Et là, je vais vous parler de la suite de Void Rivals de Robert Kirkman et Lorenzo De Felici. Et également Scarlett, Mission Spéciale, donc un récit centré sur une G.I. Joe. Premièrement, je vais vous parler de la suite de Void Rivals. Le premier tome, je l'avais trouvé assez prometteur. Voilà, Robert Kirkman mettait en place son récit qui va être au long cours, on le sent. C'est vraiment un architecte, Robert Kirkman. Il a cette qualité-là. Donc au départ, on va voir qu'on va rencontrer deux personnages qui s'appellent Darak et Solila, qui sont tombés sur une planète et ils vont devoir s'entraider pour en sortir et retourner chez eux. Mais tout les sépare. Ils font partie de deux peuples qui se font la guerre depuis la nuit des temps. Et au final, ils vont devoir collaborer pour pouvoir s'en sortir. Et ils vont s'apprivoiser, ils vont apprendre à se connaître. Ils vont voir qu'ils ont plus de points communs qu'ils ne le pensaient. Et dans ce deuxième tome, eh bien écoutez, on va voir que ça va un peu plus loin. Parce que les dirigeants de chacun de leur peuple se posent des questions et se disent que c'est un danger pour eux, qu'il ne faut pas qu'il y ait une union entre ces deux personnes et ces deux peuples. Donc on va voir qu'ils vont envoyer certains mercenaires pour les éliminer. Et donc Darak et Solila vont devoir s'en sortir par rapport à tout cela. Et c'est vraiment, autant le premier tome, c'était prometteur, mais j'attendais d'en voir plus. Alors que Transformers m'avait vraiment mis une baffe dès le premier tome. Et le deuxième tome, j'avais trouvé que ça faisait un peu du surplace. Là, le deuxième tome de Void Rivals, ça prend une ampleur qui est vraiment très appréciable. Moi, j'ai beaucoup aimé. On voit la présence de Transformers dans le récit. Et donc j'adore le point de vue de cette histoire où on ne sait pas pourquoi ils se font la guerre depuis la nuit des temps, alors qu'ils se ressemblent autant, et que l'union de ces peuples serait un danger total. Donc ça, j'aime beaucoup ce postulat, et j'attends d'en voir plus. C'est vraiment de la SF bien foutue. Donc franchement, très bon deuxième tome de Void Rivals. Hâte de voir la suite, vraiment belle surprise que cette suite. Ensuite, je vais vous parler de Scarlett, mission spéciale de Kelly Thompson au scénario, Marco Ferrari au dessin et Lilo Fridge à la couleur. Donc Scarlett, ça fait partie des 4 récits centrés sur l'univers G.I. Joe, des récits complets. Donc je vous ai parlé de Duke, je vous ai parlé qui se centrait sur un G.I. Joe, Cobra Commander, qui se centrait sur un antagoniste des G.I. Joe, et il y a également eu Destro,
donc qui est sorti en même temps que Scarlet. Destro, je l'ai lu. Je vais vous dire vite fait ce que j'en ai pensé. Destro, c'est une histoire centrée sur un ennemi. On va nous le présenter, on va nous présenter ses origines. On va voir qu'il va avoir une fonction très importante dans l'univers des G.I. Joe. Alors on part d'un postulat de base où lui, il est un marchand d'armes. Il va y avoir une lutte entre les marchands d'armes. Il y a pas mal de choses qui vont être importantes dans l'histoire des G.I. Joe, il me semble, qui ont été introduits dans cette histoire de Destro. Au niveau graphique, c'est Andrei Bressan. C'est plutôt pas mal comme histoire, mais c'est au même niveau que Cobra Commander. Voilà. Moi, je suis pas trop centré sur les récits, sur les antagonistes. C'est pas trop ce qui me plaît. C'est plutôt pas mal, mais voilà, c'est juste pour nous le présenter. J'ai plutôt bien apprécié ma lecture, mais c'est pas un indispensable ou un élément bloquant pour l'histoire de l'Energon Universe. Mais j'étais beaucoup plus intéressé par Scarlet, parce que moi, les G.I. Joe, c'est pas vraiment un univers que je connais. Et donc, par le biais de ces récits complets, quand même, on arrive à voir certains protagonistes et également l'ouverture de cette équipe. On va voir les différents personnages qu'on va suivre sur la prochaine série G.I. Joe. Et entre autres, Scarlet. Donc, Scarlet, Shanna O'Hara, de son vrai prénom et de son nom. Elle a une mission d'infiltration. Elle doit infiltrer le camp Arashikage, donc, qui est un camp de ninja, une organisation criminelle. Et elle doit percer les secrets d'une arme légendaire, une épée, qui est convoitée par de nombreuses personnes. Et elle va se rendre compte, Scarlett, que son amie d'enfance, sa meilleure amie, dont elle n'a plus de nouvelles depuis un grand nombre d'années, eh bien, travaille pour ce camp. Le clan Arashikage. Et donc, dans cette mission d'infiltration, elle va devoir faire ses preuves pour devenir membre de ce clan. Elle va devoir donc aider à trouver cette épée légendaire, cette arme ultime. Donc voilà, Scarlet, c'est vraiment un récit d'action, d'espionnage. C'est pas prise de tête, c'est vraiment une lecture détente, une lecture d'action. Voilà, c'est pas d'une profondeur ultime, hein, mais c'est vraiment un bon divertissement. Moi, j'ai plutôt bien apprécié. On a une patte graphique de Marco Ferrari, moi, que je connaissais pas, que j'aime bien. Surtout au niveau des combats. Je vais vous montrer une double planche qui est pas mal par rapport à ça. Donc voilà, c'est pas essentiel à l'histoire, mais c'est plutôt un récit sympathique et plutôt détente. Voilà, un récit d'espionnage qui est bien rythmé. Et c'est vraiment pour découvrir un personnage, Scarlett, qu'on va voir dans la série G.I. Joe. Voilà pour Scarlett. Donc au niveau de l'Energon Universe, là on arrive à une autre étape parce qu'on a eu donc ces présentations d'antagonistes, protagonistes par les récits complets. On va avoir donc la nouvelle série G.I. Joe qui va bientôt arriver en parallèle de la continuité de la série Transformers et de la série VOD Rivals. Pour faire un point d'étape, je trouve que c'est un univers qui est assez cohérent. On voit que Robert Kirkman, il a une vision. Chaque série a des références des autres séries, mais c'est jamais bloquant. On peut suivre totalement VOD Rivals tout seul ou Transformers tout seul. J'attends de voir. Voilà, tout n'est pas parfait pour moi. Le tome 2 de Transformers faisait du surplace. Le tome 2 de Void Rivals vraiment m'a bien emballé. Au niveau des récits, j'ai centré sur les G.I. Joe, les protagonistes. À part Duke, j'ai pas trouvé ça vraiment essentiel, marquant. Je comprends la démarche. C'est pour nous faire connaître ces personnages, puisque les G.I. Joe sont peut-être moins populaires que les autres. Mais voilà, à voir la série G.I. Joe. La série G.I. Joe va vraiment être importante pour voir où ça va. Et puis aussi également pour voir les interactions au fil du temps entre les différentes séries. Parce qu'on sait qu'il y a un fil rouge, un point commun, c'est l'énergie de l'Energon, ce qui est une énergie essentielle, qui est utilisée par les VOD Rivals, c'est également les Transformers, et qui est aussi dans les séries donc centrées sur les G.I. Joe. À voir par la suite ce que ça devient, mais en tout cas,
C'est plutôt prometteur, c'est plutôt pas mal. Je continue dans cet univers, je suis plutôt bien accroché. Mais voilà, entre l'univers Ultimate, l'univers Energon, également, bien ce qui nous arrive chez DC, on va en reparler bientôt, c'est pas l'occasion. Mais vraiment, il y a pas mal d'univers, l'univers aussi Unnamed de Ghost Machine. Il y a pas mal d'univers qui sont plutôt intéressants et c'est vraiment une période assez sympa pour cela. Voilà pour mon retour de lecture, j'espère que cela vous aura intéressé, vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu l'un de ces ouvrages ou si certains ouvrages vous tentent également. Mettre un petit pouce, vous abonner si ce n'est pas le cas, la chanson habituelle. Nous on se retrouve bientôt, alors plutôt très rapidement parce que je suis invité à un live chez All Geek vendredi soir, 21h, avec plein de camarades, ça va être hyper sympa. Donc je vous invite à passer nous faire un petit coucou si vous avez le temps et l'occasion. Nous on se retrouve très bientôt, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à bientôt. Salut!